Bonsoir à tous, donc bienvenue à cette cinquième soirée des masters, si je ne dis pas de bêtises, avec pour thématique le contrôle qualité. Donc je me présente rapidement, je suis Ludivine Delpeyrou, je travaille pour le CFA Apprentissage en région bordelaise et je suis accompagnée ce soir de ma collègue Justine Ringuier qui, voilà, je te laisse te présenter si tu veux. Oui. Je suis également conseillère en apprentissage, mais sur la région PACA. Voilà, ce soir, nous aurons avec nous Alexandre Darbary, qui sera notre professionnel présent pour vous parler de son métier, de son expérience, de son parcours, et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, nous aurons aussi quatre apprentis avec nous, Rita, Benjamin, Amandine et Charlie, qui viennent pas des mêmes masters, donc ce sera intéressant aussi d'avoir leur avis, leur retour sur les masters et puis surtout ce qu'elles font en apprentissage. Voilà, les précédentes soirées, à peu près toutes ont été enregistrées, donc n'hésitez pas à les à aller visualiser les replays, je vais y arriver. Donc c'est pour ça que je vais passer assez vite sur la première partie qui concerne le LEM parce que voilà, c'est des éléments qu'on donne à chaque soirée. Donc voilà, pour pas être trop redondant par rapport à ce qui a été fait la dernière fois, on va aller assez vite dessus. Donc on va démarrer par la présentation donc du LEM. Donc, le LEM, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises du médicament à usage humain en France. Donc, le LEM est chargé de représenter les industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, le LEM compte 260 entreprises adhérentes et un petit peu moins de 100 000 collaborateurs. Donc, si on doit vous donner quelques chiffres clés sur le LEM, Justine, tu peux changer si tu veux la diapo. Aujourd'hui, donc, il y a à peu près 300 labos pharma. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 260 entreprises adhérentes, c'est parce qu'ils ne sont pas tous adhérents au LEM. Et ils représentent à peu près 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dans la moitié à l'exportation. 100 000 emplois directs, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, sur les 30 millions d'actifs aujourd'hui, en fait, il faut se dire que l'industrie pharmaceutique, c'est un tout petit monde. Euh, donc, euh, donc voilà, faut bien soigner son réseau et ne vous fâchez avec personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus au niveau de l'apprentissage? Il y a eu quand même 6 300 jeunes formés en alternance en 2020. Donc, c'est un secteur qui recrute et qui recrute aussi des alternants. 11 000 recrutements en 2020. Voilà, et puis on vous donne également un chiffre sur le salaire brut moyen pour vous donner simplement un ordre d'idée qui est de 4 200 euros, donc qui est un petit peu supérieur par rapport à ce qui se présente dans les autres secteurs, pour les autres salariés du secteur privé. Bon, c'est une moyenne, hein, sachant qu'il y a du bac au bac plus 12 dans l'industrie pharmaceutique, voilà, c'est pas forcément très représentatif, mais c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, sur les bassins d'emploi, sans surprise, le bassin qui regroupe aujourd'hui le plus de postes, c'est l'Île-de-France. Ensuite, on a l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Normandie, Centre-Val de Loire. On vous a mis un petit peu les différents pourcentages ici. C'est important de l'avoir en tête tout simplement parce que lorsque vous réfléchissez à votre projet professionnel, évidemment, il faut quand même avoir en tête où se trouvent les postes. Donc voilà, il faut avoir ces données-là dans un coin de la tête. Si on parle maintenant du contrôle qualité, alors là, cette slide vous donne un peu la répartition des effectifs en industrie pharma. Le contrôle qualité se trouve dans la famille QEHS, hein, qualité, environnement, hygiène, sécurité. Et aujourd'hui, donc, cette famille de métiers-là représente 9% des effectifs. Voilà, on peut passer de slide. Et donc, c'est un effectif qui voilà, pour l'instant, qui est ni en hausse ni en baisse. Voilà, ça stagne. Ce
ce qui est déjà bien. Ce n'est pas en baisse en tout cas. Donc voilà. Ensuite, les profils de pharmaciens, vous allez retrouver finalement, vous êtes présent dans toutes les familles de métiers, que ce soit en production, contrôle qualité, etc. Et vous allez être, demain, vous travaillerez en industrie pharma avec, il n'y aura pas que des pharmaciens, il y a des scientifiques de formation supérieure, des chimistes, par exemple, il y a des ingénieurs, il y a des médecins. Donc, tout ça pour vous dire que vous allez travailler avec une diversité de profils demain. Voilà, globalement, on est quand même sur des niveaux de qualification relativement élevés en industrie pharma. C'est aussi pour ça que plus de la moitié des salariés sont cadres aujourd'hui. Sur le site du LEM, vous allez retrouver de nombreuses fiches métiers qu'on vous invite vraiment à aller consulter pour réfléchir à votre projet professionnel. Donc là, par exemple, vous avez la famille QEHS dont je parlais tout à l'heure. Dans cette famille-là, vous avez 3 sous-familles, l'assurance qualité, le contrôle qualité et puis l'environnement, l'hygiène et la sécurité. Et voilà, vous allez retrouver différentes fiches métiers sur le Sécu. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour réfléchir un petit peu et voir quelles sont les missions du contrôleur qualité aujourd'hui et voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. On ne rentre pas dans le détail des fiches métiers, hein, je vous invite vraiment à aller regarder les différentes définitions, les activités, les évolutions possibles du métier. Sur cette slide-là, c'est un peu un état des lieux sur justement cette famille contrôle qualité, cette sous-famille contrôle qualité. Au niveau des effectifs, donc ça représente 4 601 emplois. Vous avez la majorité qui sont en CDI, 89%, 88% de temps plein. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre qui est assez intéressant? Le nombre de départs à la retraite qui augmente progressivement sur les années à venir. Donc, ça veut dire que forcément, on peut imaginer qu'il y aura des recrutements sur cette famille-là. Et puis, voilà, c'est essentiellement ça qui est intéressant sur cette slide. Alors, on va laisser la parole à Alexandre, parce que c'est quand même le mieux, c'est d'avoir des professionnels qui nous parlent de leur métier. Donc, on peut passer à la slide suivante, Justine, et puis Alexandre va pouvoir vous expliquer un petit peu son parcours. Alors, bonsoir à tous. Déjà, est-ce que niveau micro, c'est bon? Ok. Donc, je suis Alexandre Arvary. Donc, je suis cadre contrôle qualité chez Récipharm à Pessac, donc en région bordelaise. Donc, je vous propose, en fait, avant de vous présenter vraiment le métier, de vous présenter un petit peu mon parcours scolaire et ensuite vous présenter rapidement l'entreprise également. Donc, moi, je ne suis pas issu de la filière pharma, du coup. Donc, pour vous présenter mon parcours, en fait, j'ai d'abord suivi une licence de biologie à l'Université de Pau, que j'ai obtenue en 2016. Et ensuite, je suis arrivé à Bordeaux, du coup, en Master 1, Industrie Pharma et Produits de Santé. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert ce monde-là. À la suite de ce Master 1 qui était vraiment pluridisciplinaire, où on voyait un petit peu tous les aspects de la pharma, la Q, le CQ, la prod, etc. J'ai choisi de me spécialiser en fait en contrôle qualité du coup, et j'ai suivi le Master 2 analyse chimique et contrôle qualité du médicament et autres produits de santé. Donc, pour faire raccourci à ces deux QMAPS, donc à l'Université de Bordeaux. Donc, c'est un master que j'ai suivi en alternance avec en fait, l'entreprise Seva Santé Animale à Libourne. Et donc, j'ai rejoint cette entreprise en 2017 en tant qu'alternant. J'ai eu mon master 2 en septembre 2018 et ensuite j'ai poursuivi l'aventure chez Seva jusqu'à fin 2019 en tant que responsable technique cellule support analytique, donc au laboratoire de contrôle qualité. Et du coup, depuis début 2020, donc, j'occupe le poste de cadre contrôle qualité chez Récipharm à Pessac et qui est du coup le poste que je vais vous présenter aujourd'hui puisque c'est peut-être le poste auquel certains d'entre vous vont se destiner plus tard. Donc, pour
tout d'abord, pour commencer la présentation, donc, je vais vous faire une petite présentation déjà du groupe Récifarm et ensuite du site de Pessac, donc très, très brève. Donc, Récifarm, c'est un groupe suédois qui a mon âge, du coup, qui a été créé en 1995. Et Récifarm, du coup, c'est une CDMO. Alors, qu'est-ce que c'est une CDMO? C'est en fait un sous-traitant ou qu'on appelle aussi des façonniers. Donc, en fait, c'est une entreprise qui va vendre des services de développement ou de production à d'autres laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver de produits Récifarm vendus sous la marque Récifarm, mais des produits vendus sous la marque de nos clients. Je pourrais pas, dont je ne pourrais pas vous parler, mais le groupe Récifarm compte aujourd'hui 9000 collaborateurs et en 2020, le chiffre d'affaires a atteint le milliard d'euros. Donc, c'est une entreprise qui est en pleine croissance en ce moment. Voilà pour le groupe. Et ensuite, pour le site de Pessac, sur lequel je travaille depuis maintenant 2 ans. Donc, le site de Pessac, il appartient à la société Récifarm depuis 2014. Et c'est un site qui a la particularité en fait, de faire du développement et de la production, qui va vendre ses services donc, de développement et de production à d'autres laboratoires pharmaceutiques et qui est spécialisé du coup, dans les formes solides, telles que les microparticules pour la libération modifiée ou contrôlée. Donc maintenant, je vais passer vraiment sur ce qui va nous intéresser ce soir, donc la présentation de mon métier, vraiment ce que je fais au quotidien et pour que vous ayez une idée un peu plus précise de ce qu'est le métier de cadre contrôle qualité. Donc déjà, juste le métier de cadre contrôle qualité, ici, ça ne va pas être le métier de responsable laboratoire contrôle qualité. C'est un métier, donc je suis cadre contrôle qualité sous la responsabilité de la responsable du laboratoire de contrôle qualité. Dans le cadre de mes missions, du coup, je suis responsable de l'équipe de prélèvement du site. Donc, le prélèvement, le service prélèvement qui est rattaché du coup au contrôle qualité. Mes objectifs au quotidien, ça va être de garantir la fiabilité et la conformité à toutes les normes, donc notamment les BPF, pour tout ce qui est prélèvement et pour tout ce qui est analyse des matières premières, des articles de conditionnement, des produits semi-finis et des produits finis que l'on produit donc, sur le site, et également de tout ce qui est, ce que vous connaissez peut-être déjà, les contrôles du nettoyage des équipements qui sont gérés par le contrôle qualité. Mes objectifs aussi, ça va être donc de manager une équipe d'agents de prélèvement, donc qui sont au nombre de 3, et également pour tout l'aspect, on va dire, organisationnel, de contribuer à l'amélioration continue de l'organisation et de tous nos processus, que ce soit en prélèvement ou en analyse au laboratoire. Donc concrètement, quelles sont mes missions? Donc, je les ai découpées en 2 pavés de missions, donc plutôt les missions de prélèvement d'abord et puis ensuite les missions vraiment au laboratoire en analytique. Donc, mes missions au niveau du prélèvement, donc ça va être de manager toute l'activité du prélèvement du site. Donc, qu'est-ce que ça va comprendre? Ça va être tout d'abord un management de proximité de l'équipe de prélèvement, avec tout ce qui est gestion des congés, des absences, des arrêts maladie, etc. Le développement des collaborateurs aussi, et puis toute la réalisation des entretiens annuels, des entretiens d'objectifs, voilà, un peu pour tout ce qui est la partie RH, on va dire. Ensuite, du coup, outre la partie management de l'équipe, il va y avoir toute la partie pilotage de l'activité de prélèvement. Donc, c'est moi qui vais élaborer en fait tout le planning des préleveurs. Donc, le planning de prélèvement des matières premières, des articles de conditionnement, enfin tout ce que je vous ai expliqué juste avant, plus les prélèvements d'eau également et les prélèvements pour contrôle de l'aérobiocontamination des locaux de prod. Également, il y a certaines activités de prélèvement qui sont réalisées sous délégation. Je pense notamment à tout ce qui est prélèvement des produits qui sont fabriqués en production. Donc, ces prélèvements sont réalisés directement par la production.
mais il en reste que c'est une activité qui est sous la responsabilité du contrôle qualité. Donc, il y a une délégation à ces services-là pour réaliser ces activités-là. Donc, ma mission aussi, ça va être d'organiser toutes les formations et tous les recyclages aux formations de ces personnes-là qui sont amenées à réaliser nos activités, enfin les activités sous notre responsabilité. Également, tous les prélèvements de matières premières et articles de conditionnement se réalisent en salle de prélèvement. Donc, il y a une salle en fait qui est dans le magasin, proche de là où on va réceptionner tous les fûts de matière, etc. Donc, je suis responsable de cette salle-là, enfin, du bon fonctionnement de la salle, du bon nettoyage, puisque tous les fûts vont rentrer et c'est les fûts après qui sont utilisés en prod. Et donc, potentiellement, il y a des risques aussi de contamination entre les matières. Donc, il y a un très haut niveau de qualité, nettoyage, tout ce que vous voulez pour éviter tous ces risques de contamination. Donc, il y a une responsabilité à ce niveau-là. Et également, la partie prélèvement pharmacothèque. Donc, la pharmacothèque, qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé échantillotech dans d'autres entreprises. En fait, c'est tous les échantillons de matières premières, de produits, etc., que l'on garde pendant X années dans un lieu avec de bonnes conditions de température, humidité, etc. Donc, ce sont des échantillons de tout ce qui arrive sur le site et tout ce qui est produit sur le site qui peuvent être réanalysés à un moment donné si jamais, je ne sais pas, il y a un retour de l'eau d'un produit et où il y aura des investigations à réaliser sur les matières qui rentrent dans ce produit ou d'ailleurs le produit lui-même. Donc, c'est une grosse partie aussi puisqu'il y a une bonne gestion et on accumule très vite tous les échantillons. Pour les missions management du prélèvement, il y aura également rédaction et ou approbation de toutes les procédures de prélèvement. Et c'est valable également pour les missions opérationnelles analytiques où on a toutes les méthodes d'analyse, etc., qui sont rédigées au laboratoire et qu'on approuve nous. Donc, pour les missions opérationnelles analytiques, donc moi, mes missions, ça va être de donner des avis de conformité. Donc, essentiellement, j'ai travaillé là-dessus sur les contrôles et validations du nettoyage. Donc, moi, mon but, c'est de dire au service producteur si oui ou non son équipement est propre d'un point de vue détergent et d'un point de vue actif de la fabrication précédente, pour qu'ils puissent réenchaîner sur une autre fabrication sans risque de contaminer le prochain produit. En fait. Également, on a des missions de libération analytique et pharmaceutique des matières premières et des articles de conditionnement. Donc, libération, donc je fais la distinction en fait, entre libération analytique et pharmaceutique, puisque la libération analytique, c'est vraiment notre cœur de métier. Est-ce que le produit a été analysé selon les BPF pour la partie analytique au laboratoire. Et pharmaceutique, ça va concerner surtout tous les produits finis. Ça va être un peu la libération par rapport au dossier d'analyse, par rapport au dossier de production, enfin un petit peu tout. Et donc, on a une délégation du pharmacien responsable pour les matières premières et articles de conditionnement, puisqu'ils ne sont pas fabriqués sur le site de Pessac. Et donc, on libère analytiquement et pharmaceutiquement les matières premières et articles de conditionnement. C'est-à-dire que ça s'arrête chez nous. Et une fois que nous, on a libéré, les matières sont utilisables en prod. Donc, j'en viens aux produits qu'on fabrique sur site, où là, on va s'occuper de faire la libération analytique avant que le dossier de contrôle passe à l'assurance qualité, qui, elle, va étudier notre dossier, mais aussi le dossier de production. Un petit peu tous les dossiers, c'est l'assurance qualité qui va au final donner son avis pour libérer ou non le lot du produit. Également, on va avoir des transferts analytiques. Donc, un transfert analytique, ça va être en fait une méthode qui est soit une méthode qu'on souhaite internaliser au laboratoire et qu'on n'a jamais pris en main. Donc, un laboratoire va nous transférer sa méthode donc, par le biais d'un protocole de transfert,
des analyses qui vont être faites en parallèle chez le laboratoire qui connaît la méthode et nous qui ne savons pas encore utiliser la méthode. Et donc, le but, ça va être en fait de prouver que le laboratoire receveur de la méthode est habilité à utiliser cette méthode en routine au laboratoire. Donc, il va y avoir certains transferts analytiques dans ce sens-là. Et également, on peut être de l'autre côté du transfert, c'est-à-dire qu'on souhaite transférer nos méthodes chez d'autres laboratoires pour des sous-traitances, par exemple. Et enfin, ça ne se passe pas toujours super bien les analyses. Il peut y avoir des non-conformités, mais qui ne sont pas dues au produit tout le temps, heureusement, mais qui peuvent être des problèmes analytiques. Et donc là, on va superviser toutes les investigations analytiques au niveau du laboratoire. Donc, d'après les questions que Ludivine m'a transmises, j'ai également préparé une petite slide par rapport aux avantages et inconvénients, selon moi, pour le poste de cadre contrôle qualité. Donc, et en particulier les missions que j'ai, moi, au niveau du prélèvement. Donc, un des gros avantages, c'est que les missions sont très variées. On a des missions en fait, opérationnelles, purement labo, purement prélèvement. Mais on a aussi des missions managériales. Donc, c'est un côté qu'on ne connaît pas forcément en arrivant, mais c'est tout aussi intéressant et ça permet aussi de monter une équipe et de travailler tous ensemble. Donc, c'est un aspect qui est intéressant dans le poste. Et également dans mission variée au niveau opérationnel, dans le sens où il y a tout l'aspect prélèvement avant l'analyse et donc tout l'aspect aussi analyse au laboratoire de contrôle. Aussi, un des gros avantages, c'est que le service prélèvement, en fait, il est en interaction avec tous les services. Bon, pour la partie contrôle qualité laboratoire, c'est également le cas, mais encore plus pour le prélèvement, puisqu'on va intervenir au niveau du service de production commerciale, mais aussi au niveau du service de développement. Donc, on distingue le développement, le service développement qui met au point en fait toutes les formulations, donc plutôt développement production. Et également, il y a le service de développement analytique pour développer les méthodes d'analyse des produits en développement, justement. Également, le service assurance qualité avec qui on est en lien H24. Et puis, au niveau du prélèvement, on est forcément en lien avec le laboratoire de contrôle qualité et de développement analytique qui demandent les échantillons. Ils reçoivent les échantillons des prélèvements, du service prélèvement pour les analyser. Et des fois, dans le cadre d'investigation, on peut avoir d'autres demandes un peu plus particulières sur d'autres prélèvements. Et puis, pour tout l'aspect managérial, il y a forcément un lien aussi avec le service ressources humaines. Au niveau des inconvénients du poste, donc, il faut savoir que le laboratoire de contrôle qualité, c'est un service support. Donc, qui dit support dit on est vraiment au service de tous les autres services, de la production, du développement, de l'assurance qualité. Donc, ça nécessite d'être tout le temps, de s'adapter en permanence aux changements de planning, de production, de s'adapter en toutes circonstances et de le faire avec réactivité aussi, parce que des fois, les délais sont parfois très serrés. Donc, c'est pour ça aussi, c'est le deuxième point. Donc, il faut savoir, en fait, il faut pouvoir travailler dans un environnement qui peut être sous pression par moment, dans le sens où, je ne sais pas, on doit produire à telle date, la matière n'est pas arrivée. Mais le but, nous, à notre niveau, ça va être de ne pas retarder non plus le planning de prod et de gérer vraiment le retard du fournisseur et qui ne nous impacte pas au niveau de la production. Donc, on va avoir des délais de libération de matière qui vont être plus serrés qu'à l'habituel ou des délais de libération des produits pour expédition qui vont être plus serrés aussi pour tout de même répondre en fait aux demandes des clients, puisque je rappelle, on est sous-traitant, donc on travaille pour des clients. Donc, il va falloir répondre à leurs demandes malgré tous les aléas qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise.
Donc ça, c'est pour les avantages et inconvénients. Et donc, j'ai listé quelques compétences clés, du coup, pour un cadre contrôle qualité, selon moi. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est forcément organisé, qui va savoir gérer ses priorités, respecter les délais mais en prenant en compte les contraintes de tout le monde. Au niveau purement RH, quelqu'un qui va avoir des capacités relationnelles développées et avoir une communication efficace aussi avec l'équipe. Il faut savoir fédérer aussi quand il y a des changements, quand il y a plein d'aléas, il va falloir du coup entraîner tout le monde pour que ça se passe au mieux aussi et savoir être ferme aussi certaines fois quand il y a un petit peu de frein de la part de l'équipe, on va dire. Aussi, il faut être doté d'une certaine réactivité, c'est ce que je disais tout à l'heure, et savoir prendre des décisions et les faire appliquer. Être motivé tous les jours et surtout le montrer. Du coup, ça passe aussi par la motivation de l'équipe, savoir motiver son équipe au quotidien. Notre poste fait que on met en place des changements incessamment. Enfin, on est obligé d'évoluer aussi au cours du temps. Donc, il va falloir accompagner le changement auprès des équipes pour que cela se passe pour le mieux. Et puis après, pour tout ce qui est opérationnel et que vous apprenez tous les jours à la fac, donc ça va être tout ce qui est expertise en résolution d'enquête analytique, expertise prélèvement pour ma part. Donc après, on apprend aussi sur le terrain. Moi, je ne connaissais pas le prélèvement avant et on apprend voilà, quand on y arrive. Et ce que vous connaissez très bien également, je pense, tout ce qui est réglementation, BPF, FDA et toutes les pharmacopées européennes, japonaises, américaines, tout ça. Tout ce qui régit en fait nos analyses au niveau du laboratoire. Je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et vous avez également du coup mes contacts. Si vous avez des questions après la présentation, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, en plus, on n'est pas nombreux ce soir, donc n'hésitez pas même à prendre la parole directement pour poser vos questions ou alors dans le chat. Surtout, c'est le moment. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, je pense que c'était très clair. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, Alexandre vous a laissé ses coordonnées. C'est très, très sympa de sa part. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, n'hésitez pas. Bon, on va continuer alors. Alors, juste du coup, moi, je vais vous laisser. Il faut que je dois partir. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Ou je peux rester 5 minutes s'il y a des questions qui apparaissent. Je ne sais pas si… Oui, oui, si vous voulez. Là, je vais enchaîner sur une partie très courte. Donc, s'il y a des questions qui Okay. apparaissent, Très bien. OK, c'est gentil. On parle beaucoup de projets professionnels. Donc effectivement, l'idée, c'est que là, alors je ne sais pas exactement quel est le public qui est présent ce soir. C'est plutôt des cinquièmes années ou des quatrièmes, voilà. Mais effectivement, il faut réfléchir à votre projet, L'idée, c'est de construire votre projet tout au long de vos études. Donc, n'hésitez pas à discuter avec vos professeurs, à participer à des soirées comme celle-ci, à aller sur des salons, etc., pour en savoir un petit peu plus. Je peux changer de slide. Et puis, à aller surtout vous renseigner auprès de différents sites. Donc, il y a le site du LEM qui est plutôt bien fait et qui regorge d'informations intéressantes. Vous allez avoir les référentiels métiers dont je vous parlais tout à l'heure, avec des fiches métiers. Vous allez avoir aussi la bourse de l'emploi du LEM, qui, je pense que vous devez tous la connaître, mais vous avez effectivement des offres, que ce soit CDD, CDI
ou stage ou alternance également. Donc voilà, vous pouvez aller consulter les offres là-dessus. C'est vraiment le site que les industries pharma priorisent lorsqu'elles ont une offre à pourvoir. Donc voilà, même si vous n'êtes pas à la recherche d'un stage tout de suite, allez quand même jeter un œil pour voir les annonces, etc., le contenu des postes pour toujours pareil, réfléchir un peu à ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins a priori. Vous avez le site de l'INFIS aussi qui est plutôt bien fait. Quand vous vous connectez sur le site de l'INFIS, vous avez je recherche un métier ou je recherche une formation. Parce que vous allez sur métier, c'est pareil, là vous avez différentes fiches métiers et puis à chaque fois vous avez le renvoi vers quel parcours, etc., quel master par exemple pour arriver à ce métier-là. Donc c'est plutôt bien fait. Et puis je termine juste avec ça et ensuite je vois qu'on a une question. Ce que demandent les industries pharmaceutiques, c'est des connaissances scientifiques, bien sûr, mais pas que. De plus en plus, on va vous demander des compétences transverses, à savoir sur les politiques de santé, il faut la capacité d'analyse et de résolution de problèmes. L'anglais, je pense on doit vous bassiner avec ça depuis un petit moment, mais effectivement, l'anglais est indispensable aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de travailler sur ces différents points-là, savoir travailler en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, Alexandre l'a dit aussi, finalement, le contrôle qualité, vous êtes en interaction avec différents services, et puis en plus, dans chaque service, vous avez des équipes avec des profils assez variés. Faire preuve de capacité managériale, effectivement, c'est pour ça que de plus en plus, dans les diplômes qu'on propose, on essaie de mettre des UE avec un peu de management, etc. Alors, ça ne fera pas de vous comme ça de suite des managers, mais on essaie de vous donner quelques outils. Voilà, on vous demandera d'être capable de prendre du recul, de savoir vous remettre en question. La mobilité aussi, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que voilà, par rapport au bassin d'emploi dont je parlais tout à l'heure, effectivement, selon la tournure que vous voulez donner à votre carrière, vous allez sûrement, ou en tout cas très probablement, devoir bouger un petit peu et puis voilà, aller, que ce soit géographiquement ou même les mobilités internes au sein des entreprises. Voilà, bon là c'est un schéma qui reprend le cycle de vie du médicament avec les différents métiers. Et voilà, donc pensez métier dans un premier temps. Et puis, lorsque vous avez ciblé le métier qui vous intéresse, à ce moment-là, réfléchissez aux formations pour y arriver. Et je pense que j'ai fini avec cette partie-là. Donc, on a une question pour Alexandre, question de Yasmine. Les masters en sécu, est-ce que certains sont meilleurs que d'autres? On va parler après, un petit peu plus tard, des différentes formations, mais déjà, Alexandre, si vous voulez donner votre avis sur vous, comment vous avez fait votre choix de master, etc. Alors, pour mon choix de master, déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de regarder le programme du master, un petit peu comment il se découpe, est-ce qu'il y a de l'apprentissage, quel rythme, etc. Enfin, voir qu'est-ce qui vous correspond le plus. Après, en ce qui est de répondre à la question, est-ce que certains sont meilleurs que d'autres? Moi, j'en ai fait qu'un, donc je ne sais pas, je dirais que le mien est le meilleur, forcément. Mais non, après, voilà, le mieux, c'est de se renseigner auprès, je sais pas, d'anciens étudiants, si vous arrivez à trouver des contacts, pour en savoir plus et voir, oui, ce qui vous correspond le mieux. Mais déjà, le programme du master vous en dira un peu plus et puis après, voilà, c'est du feeling aussi. Ouais. Voilà. Je rejoins Alexandre, effectivement. Je pense que votre conseil est le bon, de prendre des renseignements auprès d'étudiants actuels ou anciens. Vous pouvez facilement, si vous n'en connaissez pas, qui font tel ou tel master que vous visez, grâce à LinkedIn, vous arrivez facilement à retrouver des apprentis actuels ou des anciens. N'hésitez pas à essayer de rentrer en contact avec eux et à leur demander ce qu'ils pensent du master. Voilà, en savoir plus.
Au pire des cas, ils ne vous répondront pas, mais voilà, je pense que c'est eux qui vont vous faire la meilleure publicité ou pas pour un master. Donc, n'hésitez pas à passer par LinkedIn pour rentrer en contact avec eux. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour Alexandre. Donc, merci beaucoup en tout cas pour Merci à votre vous. message. Merci beaucoup. Et puis, bonne N'hésitez pas, du continuation. coup, surtout, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, je suis disponible et j'y répondrai avec plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Alors, on va poursuivre maintenant avec les apprentis pour avoir un petit peu leur discours sur la manière dont ils ont justement réfléchi à leur projet, etc. Et puis ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, on a Amandine qui est là, qui nous vient du Master de Bordeaux. Je vous laisse la parole, Amandine. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, moi je suis du master AC2Q MAPS de Bordeaux, donc le même master qu'Alexandre en fait. J'ai pratiquement le même parcours que lui, du coup je ne suis pas issue de la formation pharma. Du coup actuellement je suis en alternance en région parisienne, du coup chez Curium Pharma, donc on fait de la médecine nucléaire. Et donc, mon projet tourne en fait autour de la validation de méthodes analytiques. Donc, en fait, je suis en développement analytique au service R&D. Donc, en fait, je fais un master contrôle qualité, mais je me suis tournée pour mon apprentissage vers la R&D. Et donc, ce projet porte sur, enfin, il a été fait suite à une inspection NSM. Donc, en fait, on doit revalider et valider des méthodes analytiques sur les matières premières qu'on utilise au sein de l'entreprise pour la production de nos médicaments. Et donc, on l'a construit avec ma manager pendant les entretiens qu'on a eus. Donc, je suis du coup en R&D, comme je vous ai dit, et donc mes missions principales, ça va être donc la rédaction, la revue de ces méthodes analytiques. Donc, je vais travailler beaucoup en fait avec le service de contrôle qualité aussi et l'assurance qualité, vu que c'est des procédures qui vont servir en fait notamment au contrôle qualité pour leur permettre ensuite de valider les méthodes. Et donc, je pense que pour ce poste, je pense que les compétences nécessaires, c'est de bien connaître, en fait, un peu comme Alexandre l'a dit, de bien connaître les techniques analytiques, les référentiels et la réglementation. Donc, tout ce qui est BPF, pharmacopée. On va beaucoup utiliser la FDA aussi, enfin, parce que, voilà, parce qu'on est une entreprise internationale, donc on utilise énormément de référentiels. Voilà. Merci, Amandine. Ouais. Question par rapport à ça, je ne sais pas quoi rajouter. Ouais, merci, Amandine. N'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des questions. Ensuite, on a Charlie qui est avec nous. Normalement. Oui. Ouais, voilà, parfait. Bonsoir, est-ce que vous voulez intervenir? Peut-être. Oui, je fais partie du même master du coup que Amandine aussi. En fait, mon projet il est quand même très similaire, même si je travaille sur des produits finis. Donc, pas du tout de la radiopharma, mais c'est autour de la validation analytique des méthodes. Voilà. Mon poste, en fait, je suis chargée de mission assurance qualité. Je suis en train de mettre en place une stratégie de revalidation des méthodes analytiques qui sont utilisées au niveau du laboratoire de contrôle qualité. Donc, en fait, je suis à la fois avec l'assurance qualité, le contrôle qualité et le service de recherche et développement analytique. Donc, mes missions, ça va être la rédaction de protocoles, des rapports de résultats aussi. Je fais aussi les manips au niveau du laboratoire. Donc, il faut connaître les techniques, donc comme Amandine disait, pour les compétences. Aussi l'anglais, comme ça a été évoqué juste avant. Et les avantages, je pense que du coup,
le fait d'être en contact avec tous les différents services, ça me permet de toucher vraiment à tout. Et c'est jamais la même chose, donc ça laisse vraiment place à l'apprentissage et à l'évolution. Bon, les inconvénients, c'est de réunir tout le monde pour les prises de décision. Et voilà. Mais c'est beaucoup de sujets, donc ça nécessite une organisation quand même du travail. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Alors, je crois que Benjamin est là. Benjamin Volant. Oui, bonjour. Bonsoir Benjamin. Alors, désolé, je suis arrivé un peu, C'est pas grave. un peu L'essentiel, en c'est retard, peut-être. je suis sorti un peu tard du travail. Donc, moi, je suis pharma de base. Et je viens du coup, de la fac de Paris-Descartes. Je suis en master à Paris-Descartes en contrôle qualité. Et du coup, pour mon apprentissage, par contre, je suis en assurance qualité dans une entreprise à côté de Blois, en région centre. Voilà. Où donc je fais de l'assurance qualité fournisseur et je fais aussi de la gestion des réclamations des patients. Parce qu'en fait, on fait des inhalateurs, donc avec des principes actifs pour notamment la BPCO, etc. etc. Et, du coup, on a souvent des problèmes, les patients ont souvent des problèmes avec ces inhalateurs. Et donc, on traite ça. Et du coup, ma principale mission de routine, c'est de coordonner toutes les investigations qu'on va réaliser à propos de ces inhalateurs. Donc, on envoie au contrôle qualité à Blois, on envoie dans un autre labo de contrôle qualité en Italie pour d'autres tests plus poussés. On va chercher dans les dossiers de l'eau pour voir s'il y a quelque chose qui peut expliquer un événement en production qui peut expliquer le problème qu'on a eu. Voilà. Et je fais du coup de la gestion des déviations qualité au laboratoire de contrôle qualité. Donc l'assurance qualité du contrôle qualité, du coup. Et aussi, là j'ai été branché sur on va valider du coup un fournisseur d'articles de conditionnement. Et du coup, ça va être mon travail de valider ce fournisseur, donc pour éviter d'avoir à faire nous-mêmes les tests à réception. Donc on reprend toutes les données des lots qui ont été livrés sur les 2 dernières années, qui ont été utilisés. Et du coup, on fait une extraction, on fait des statistiques dessus et voilà, on valide ou on ne valide pas le fournisseur. Donc ça, c'est mes 3 grosses missions actuellement. C'est très prenant, donc on fait des bonnes semaines, donc ça reste, c'est à la fois très bien, c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup sur le terrain. Par contre, on dort bien le week-end, voilà. Les avantages de l'apprentissage, je pense que ça a déjà été parlé, mais la paye à la fin du mois, le fait de ne pas être tout le temps en cours et d'avoir une alternance, vraiment, ça permet de casser un peu le rythme, mais le retour en entreprise est parfois un petit peu, on perd un peu on a un peu perdu ses repères, donc c'est à double tranchant aussi, et voilà, c'est fatigant. Je pense que j'ai fait un rapide tour. Je ne sais pas si j'étais très clair, désolé, parce que je n'avais pas très bien préparé mon intervention. C'est pas grave. Merci Benjamin. Si, c'était très clair. Bah, effectivement, hein, y a de bonnes semaines, ça on vous le confirme. Hein, si vous choisissez l'apprentissage, voilà, c'est un vrai rythme à prendre. Hein, surtout quand en plus vous avez une certaine logistique à avoir parce que votre entreprise n'est pas forcément à côté de votre lieu de formation, etc. Donc ça fait de bonnes semaines, ça je veux bien vous croire. Est-ce que Rita est là? Rita Tagnos? Non, là, il me semble. Non. Benjamin, vous n'avez pas vous êtes dans la même promotion, je crois. Vous n'avez pas de. Ouais, je suis dans la promotion de Rita. Je peux lui envoyer un message. Mais, Bon, bah, c'est pas grave. C'était au cas où, je crois qu'elle était prévue, mais peut-être qu'elle a eu un empêchement. Ok, très bien. Bon, elle a aussi des belles journées ouais, au travail. Bon, c'est le message à faire passer, effectivement. Des bonnes semaines, des bonnes journées de travail. Ok, pas de questions pour l'instant. Dans le chat, apparemment, pas. Ouais. Ok, bon, on va poursuivre. Donc, on vous présente rapidement le CFA LEM apprentissage. On a parlé du LEM tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le CFA LEM maintenant? En fait, on a été créé par le LEM il y a bientôt 20 ans.
pour préparer au métier de l'industrie pharma. Finalement, ce sont les adhérents au LEM, les industries pharma qui avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée et déjà opérationnelle. Donc, effectivement, on a ouvert des filières en apprentissage. On est aujourd'hui présent, le CFA-LEM, dans 7 régions. Alors, par ordre d'ouverture, Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est, Pays de la Loire, Val-de-Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, la région PACA, j'allais l'oublier depuis peu. Et donc, voilà. Cette année, on a eu 1350 apprentis, donc au niveau national, hein. Du bac+2 au bac+5-6, puisqu'on propose donc 70 formations. On a un DUST, donc un bac+2, des licences pro, mais ce qui va vous intéresser à vous, c'est donc les 44, enfin peut-être pas les 44 qui vont vous intéresser, mais en tout cas, on a 44 Master 2 aujourd'hui, un double diplôme ingénieur pharmacien et puis un diplôme d'ingénieur génie industriel. Donc voilà un petit peu pour le CFA. Comment est-ce qu'on fonctionne? Concrètement, on a des partenariats avec des universités, des écoles, notamment avec, donc j'ai parlé des différentes régions, mais avec l'Université de Paris, donc avec Paris-Descartes, Paris-Saclay, l'Université de Bordeaux, l'Université de Strasbourg, etc. Donc là, vous avez un peu nos différents partenaires. Donc concrètement, votre master, vous le faites dans l'une de nos universités partenaires. Et puis, nous, CFA, on va s'occuper de la partie contractuelle. Pour un contrat d'apprentissage, il y a 3 parties signataires, vous, l'entreprise et le CFA. Donc, on sera signataire du contrat. Mais toute la partie pédagogie est sous-traitée, entre guillemets, auprès de nos établissements partenaires. Donc, voilà pour notre organisation. Et donc, on a plusieurs formations en contrôle qualité. On en a 6, si je ne dis pas de bêtises. 2, alors attendez, je ne dis pas. Oui, Paris-Descartes, Paris-Saclay, Bordeaux, Strasbourg, Nantes. Et je crois qu'il y en a peut-être 2 à Paris-Descartes. Voilà. Il y en a 2 à Paris. Ouais, tu peux changer de slide. Ah oui, j'avais oublié ça. Handiem. Handiem, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est la mission handicap de la branche donc du LEM. Handiem est un organisme qui, en fait, si vous avez une RQTH, une reconnaissance de travailleur handicapé, en tant qu'alternant, et plus tard après en tant que salarié classique, vous pouvez être accompagné par un DM. Donc, un DM, en tant qu'alternant, va pouvoir vous accompagner sur si vous avez besoin d'un siège adapté dans votre entreprise, si vous avez besoin d'un transport adapté, si vous avez... voilà, un DM peut vous verser des bourses, etc. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, n'hésitez pas à revenir vers l'une des conseillères en apprentissage et puis on pourra vous mettre en contact avec la référente handicap du CFA pour vous accompagner dans ces démarches-là. Le handicap, ce n'est pas forcément un handicap, on pense de suite à un handicap physique et visible, mais ce n'est pas forcément ça. Okay, donc, voilà. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Et gardez-le dans un coin de la tête, en tout cas, c'est surtout ça qu'on voulait faire passer comme message, si jamais vous êtes concernés. Et donc, on va enchaîner avec les fameuses formations. Donc, vous allez tout retrouver sur notre site internet. Hein. Donc, lemapprentissage.org, rubrique formation, contrôle qualité. Là, vous avez l'ensemble de nos formations en contrôle qualité. On a essayé de lister un petit peu les atouts de chacune des formations. Alors voilà, il y a des responsables qui ont été un peu plus bavards que d'autres, qui ont mis un peu plus d'atouts que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres ou quoi que ce soit. C'est non exhaustif, évidemment. Donc, la meilleure chose à faire, c'est prendre contact avec des apprentis actuels ou des anciens, comme on le disait tout à l'heure. Et puis surtout, l'idée, c'est que vous alliez sur notre site, vous regardez vraiment en détail le contenu du programme. Et puis en bas de chaque page, vous avez le nom de la conseillère en apprentissage qui est référente. N'hésitez pas à la contacter. Et vous avez aussi le nom des responsables pédagogiques de la formation. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le contenu, à les contacter directement. Là, on va passer assez vite.
Alors, je voulais regarder juste parce que je voyais qu'on avait une question dans le chat. Je suis docteur en pharmacie en instance de thèse. J'ai quelques questions. Est-ce que l'expérience dans une industrie est obligatoire pour avoir un poste d'alternant en contrôle qualité? Alors, je vais y répondre rapidement. Est-ce que l'expérience en industrie est obligatoire pour avoir un poste d'alternant? En fait, lorsque vous allez postuler pour un poste en apprentissage ou en contrat pro dans une industrie, en fait, c'est comme tout recrutement, hein, c'est-à-dire que les recruteurs vont regarder votre profil, donc votre formation, et puis votre éventuelle expérience. Mais on sait bien des fois que si vous voulez faire de l'alternance, c'est que vous n'avez pas forcément d'expérience encore, c'est justement pour en acquérir. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir déjà une expérience en industrie pour décrocher un contrat d'alternance. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. Alors, on peut revenir sur les différentes slides. Alors, j'étais sur l'Université de Nantes, je crois. Alors, voilà, donc l'Université de Nantes, donc le M2 contrôle qualité des produits de santé. Donc, vous allez voir tout ce qui est chimie physique et biologie. Il y a un volet réglementaire aussi et qualité qui est abordé dans cette formation-là. On a eu toute la promo qui a validé l'année dernière. On n'a pas encore les stats sur l'insertion professionnelle. Mais voilà. Et au niveau atout, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une pédagogie un petit peu innovante sur tout ce qui va être, donc ils font pas mal de quiz, des travaux de groupe, l'apprentissage par le problème, et un projet tutoré aussi qui est mis en place. Et puis, il y a différentes modalités pédagogiques, des ED, des TP, travail en mode projet, etc. Donc voilà pour l'Université de Nantes, vous avez le petit QR code à côté si vous voulez en savoir plus. On a le Master de Bordeaux qui a été bien représenté ce soir. Donc l'AC2 QMAPS, hein, pour le dire en abrégé, avec de bons chiffres, hein, une bonne insertion et un bon taux de diplômés à l'issue. Ce qu'on peut dire sur ce master-là, un des avantages, moi je le vois comme un avantage, après on laissera la parole aux apprentis, mais c'est que je crois la quasi-totalité des cours sont en anglais. Donc voilà, si l'anglais n'est pas forcément votre fort, au moins là vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Donc comme ça vous met dans le bain et puis ça vous permet aussi d'acquérir le vocabulaire technique. Pourquoi est-ce que c'est en anglais? C'est parce qu'en fait ce diplôme, il y a deux voies, il y a l'apprentissage et puis il y a le master international. C'est-à-dire que ce master accueille des étudiants internationaux qui viennent un petit peu partout dans le monde. Et puis, donc forcément, il y en a qui parlent pas français, donc c'est pour ça que l'ensemble des cours est en anglais. Cette année, un partenariat avec l'Université de Montréal a été mis en place. Donc, si tout va bien, il n'y a pas de raison. Il y aura effectivement un séjour de 3 semaines au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, qui va se faire, ouais, c'est ça, à Montréal. L'idée, c'est que les apprentis vont faire une gestion de projet là-bas. Enfin, faire comme un mini-stage en fait à l'Université de Montréal. Apparemment, le labo est bien équipé, etc. Donc, ça leur permettra de voir des techniques analytiques intéressantes. Puis bon, après, évidemment, je pense que ça fait plaisir à tout le monde d'aller à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc là, c'est le projet de cette année. On espère que ça va pouvoir perdurer pour les années à venir. On croise les doigts. Ensuite, il y a l'école d'été. L'école d'été, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est au mois de juillet, normalement. C'est en fait un ensemble de conférences qui sont faites avec à la fois des industriels et puis des conférenciers qui viennent d'un petit peu partout aussi, sur différentes thématiques. Mais donc voilà, c'est toujours enrichissant. Voilà, et puis il y a la certification en management, ce qu'on appelle avec le PMI, ça, oui, Project Management Institute. Donc voilà un petit peu si on doit lister quelques atouts de cette formation-là. Ensuite, nous avons un master analyse des médicaments à Strasbourg.
Voilà, donc tu peux passer sur la deuxième slide directement. Ce master, il se compose avec un rythme d'alternance de 6 semaines, 2 semaines, 6 semaines en entreprise à l'université, ce qui est plutôt assez intéressant puisque encore une fois, l'entreprise n'est pas forcément à côté de votre lieu de formation. Ça, voilà, ça permet d'avoir quand même de longues semaines et c'est un peu plus simple pour gérer les allers-retours. Il y a des UE communes avec 2 autres masters de Strasbourg, hein, le master ingénierie pharma et AQ microbio. Donc toujours dans l'idée de travailler avec un groupe pluridisciplinaire. Voilà, vous participez à la 3P à Biarritz. Et puis, à côté de la fac de Strasbourg, vous avez une école d'usine. Donc, c'est toujours bien. Vous avez une formation sur tout ce qui est habillage dans cette usine. J'ai dit école-usine, usine-école, c'est pareil. Donc, voilà. Et vous avez des intervenants, bien sûr, qui viennent de l'université, mais aussi certains qui sont membres d'institutions européennes, d'agences gouvernementales, etc. Et puis des professionnels de l'industrie pharma. Donc voilà pour lister quelques-uns de ces atouts. Ensuite, Université de Paris, donc Paris Descartes, master de qualité des médicaments. Donc je pense que Benjamin pourra mieux en parler que moi. Mais si je dois lister quelques atouts, là aussi, il y a un projet tutoré. Je vous laisserai après la parole, Benjamin, si vous voulez le détailler, parce que c'est vrai que je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants, une place importante qui est donnée à l'exercice de la responsabilité pharmaceutique, une vision large qui permet des débouchés en AQ et en sécu. Ben, effectivement, c'est le cas de Benjamin qui travaille plutôt en assurance qualité. De nombreux travaux pratiques, les problématiques managériales sont aussi abordées dans ce master, des intervenants industriels. Ça, c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de formations, hein. Vous avez quand même des intervenants industriels et professionnels, et une école d'automne. Donc, en fait, ce sont des différentes interventions de professionnels qui, sur différentes questions, la gestion du personnel, la gestion des changements, l'éthique, etc. Et puis, vous avez aussi une matinée qui vous est consacrée sur notamment des simulations d'entretien d'embauche en anglais, des conseils sur les CV, etc., l'aide de motivation pour plus tard. Paris Descartes, on a aussi le master de qualité microbio. Alors, qualité microbio, bon, bah là, c'est dans la même université, donc c'est un peu les mêmes atouts, hein. La fameuse école d'automne, voilà, des intervenants industriels. Vous voyez tout ce qui est stérilisation des DM aussi, les dispositifs médicaux, contrôle microbio des cosmétiques et des biocides. Et puis, je crois que voilà. Et on terminera par Paris-Saclay, contrôle qualité des médicaments. Voilà, bon, là, c'est pareil, hein, une place importante donnée à la responsabilité pharmaceutique, des intervenants industriels, etc. Et puis, un projet tutoré. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, vraiment à entrer en contact avec même les responsables pédagogiques pour en savoir un petit peu plus sur ces contenus-là. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez différents masters orientés sécu. Au CFA, nous, on peut évidemment vous inviter qu'à postuler à plusieurs masters, hein. Évidemment, ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, parce qu'après, vous allez avoir des sélections. On reçoit aussi beaucoup de candidatures, donc il y a forcément, on se doit d'être exigeant, donc n'hésitez pas à candidater à plusieurs formations. Et puis en amont, vous avez quand même votre choix, vos préférences. Vous avez pris contact avec les enseignants, avec des anciens du master. Et puis voilà, vous avez un petit peu, vous savez prioriser. Mais voilà, candidater quand même à plusieurs formations, évidemment. On va laisser à nouveau la parole à nos apprentis. Amandine, est-ce que vous pourriez nous dire comment votre choix de formation s'est fait, comment vous avez géré votre organisation, enfin la logistique, puisque vous travaillez pas, votre entreprise n'est pas à Bordeaux, par exemple. Donc, voilà, nous en dire un petit peu plus sur tout ça, parce que c'est vrai que c'est souvent les questions, ça fait partie des grosses interrogations des alternants lorsqu'ils sont en recherche d'entreprise. Pas de souci. Alors du coup, moi j'ai choisi donc c'est le master à Bordeaux, AC2 QMAPS. Donc principalement, on va dire, du fait qu'il était en anglais, parce que c'est vrai que
j'avais des difficultés. Je me suis dit que ce serait pas mal, si tous les cours sont en anglais, de pouvoir s'améliorer là-dedans. Donc, je trouve que c'est un gros avantage. Et également l'alternance, parce que je trouve aussi que c'est bien d'avoir un pied dans l'entreprise en même temps, en fait, pour pouvoir transposer ce qu'on apprend en cours dans l'entreprise. Et je trouve ça vraiment intéressant, sachant qu'en plus, le rythme est assez bien fait, je trouve. Enfin, là, par exemple, on a une grosse période en entreprise, donc ça nous permet aussi de bien travailler sur les projets sur lesquels on est. Et donc, voilà, c'est les critères principaux sur lesquels je me suis basée. Bon, après, la gestion de projet à Montréal, on l'a su après, mais c'est vrai que du coup, c'est aussi un critère important, parce que ça peut être intéressant du coup de partir dans un autre pays pour faire une gestion de projet. Donc, ça, c'est vraiment bien aussi. Et pourquoi l'apprentissage? Donc, voilà, je l'ai dit, donc c'est vraiment pour pouvoir avoir une première expérience professionnelle, en fait, afin de pouvoir rentrer dans le monde du travail en ayant déjà en fait travaillé en entreprise. C'est vraiment bien, je trouve. Et donc, comme Ludivine le disait, donc moi, je fais donc le master à Bordeaux et je suis sur la région parisienne. Alors, pour mon entreprise, donc j'ai la chance d'avoir ma sœur qui habite là-bas. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a plusieurs dans la promo qui font ça parce qu'en fait, sur Bordeaux, finalement, il n'y a pas tant d'entreprises. Enfin, en tout cas, on a un seul dans la promo qui a été pris à Bordeaux. Mais ça se gère franchement facilement. Enfin, je sais que tout le monde a su gérer à peu près bien, enfin, tout le monde a su gérer vraiment bien le fait de ne pas avoir l'entreprise dans la même ville. Parce que justement, on a un rythme trop serré au niveau de l'alternance. Donc, on peut arriver, quand on a pardon, Des périodes. par exemple, voilà, période, pardon, excusez-moi. Des grosses périodes, on peut prendre 2 appartements ou alors essayer de faire de la colocation ou avoir un logement sur une période, juste par exemple sur quelques mois. Enfin, voilà. C'est faisable et ça se fait. Très bien. Merci. Amandine. Charlet, vous voulez compléter à votre tour? Oui, je peux. Pourquoi j'ai choisi ce master? Je ne l'ai pas dit avant, mais moi je viens de la fac de pharma de Bordeaux, donc je connaissais déjà les profs et un peu le master grâce au Forum des carrières de Bordeaux. Les critères, comme elle a dit Amandine, c'était l'anglais, l'alternance. C'était aussi le contenu de la formation, parce que je m'étais bien renseignée, j'avais contacté pas mal d'anciens élèves par LinkedIn pour savoir comment ils avaient vécu leur master et l'alternance. Et donc, en fait, avec le master AC de QMAPS, je trouvais ça bien qu'on voit aussi un peu d'assurance qualité et de management. C'était pas vraiment juste focalisé sur le contrôle qualité et bien sûr les gestions de projet. On a commencé à nous en parler l'année dernière. Donc voilà, donc l'apprentissage, pareil, côté pratique, ça permet d'apprendre à travailler déjà en entreprise avec l'équipe, donc à être professionnel, mettre en application ce qu'on apprend, donc c'est plutôt pas mal. Concernant la logistique, donc je ne l'ai pas dit non plus, mais je suis en alternance à Lille. Donc, du coup, je fais des allers-retours Lille-Bordeaux. Et franchement, comme a dit Amandine, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je prends l'avion pour rentrer à Bordeaux. Je viens de prendre un appartement parce que du coup, on est on a quelques mois en entreprise, donc on ne retourne pas forcément à Bordeaux. Mais avant ça, je restais avec des amis. Enfin, il y a toujours un moyen de s'arranger. Tout le monde a trouvé un logement sur Bordeaux et à côté de leur entreprise. Donc, on peut s'arranger. Il y a des aides aussi. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur, je pense, de prendre une alternance qui est loin du master parce que ça se fait vraiment. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Benjamin? Oui. Alors, du coup, moi, j'ai choisi l'alternance parce que j'avais des petits problèmes avec la fac, on va dire, dans le sens où les partiels, ça a toujours été un petit peu difficile et j'avais besoin de mettre en application ce que j'apprenais en cours. Donc, ça a été une évidence que
plus j'allais être en entreprise et avoir à appliquer, mieux j'allais me porter. Donc, il était évident qu'il fallait que je parte en entreprise. Donc, ça a été, entre guillemets, le premier et quasiment le seul critère. Après, le salaire à la fin du mois, c'est toujours aussi agréable, hein, mais c'est pas là-dessus que je suis parti. Et après, donc l'année, j'ai pris je suis à un autre niveau du coup d'aller-retour, puisque en fait j'habite à Tours. Donc je fais des allers-retours en train tous les jours pour aller à Paris, puisque la fac de Paris-Descartes est à côté de la gare Montparnasse. Voilà, et je vais en voiture du coup à Blois. Voilà, donc je fais entre 2 heures et 4 heures de transport par jour. Mais puisque en fait, j'habite avec ma petite amie qui travaille à l'hôpital, donc elle a préféré rester plus proche pour elle, mais voilà, je fais du coup beaucoup de transport. Après, dans le train, faut savoir que les trains sont quand même dans 95% du temps à l'heure, malgré ce qu'on croit. Le matin, j'arrive à y dormir et le soir à y travailler, donc je peux utiliser ce temps-là. Voilà. Merci, Benjamin. Effectivement, je crois que c'est la semaine dernière où c'est pareil, on a une apprentie qui nous a dit qu'elle faisait énormément de trains. Enfin, elle avait fait le choix de faire des allers-retours comme ça. Donc voilà, c'est sûr que c'est déjà que les semaines sont chargées, ça en rajoute un petit peu. Mais bon, il faut le voir comme un investissement, j'ai envie de dire, pour l'avenir. Après, donc j'ai un abonnement où je paye toutes les semaines mon abonnement. Donc je paye 200 € par semaine pour le TGV pour aller en cours. Donc c'est dans la loi que l'entreprise doit rembourser au moins 50% de l'abonnement de transport en commun, parce que ça compte comme abonnement de transport en commun. Donc au final, ça me revient à très peu cher par rapport à une location sur une semaine à Paris. Donc pas loin, plus la nourriture, plus les transports, etc. etc., etc. Ouais. Donc économiquement parlant, c'est aussi, je m'y retrouve aussi. C'est ça en fait, hein. Donc voilà. Au niveau de la logistique, c'est vrai que chacun voilà, privilégie ce qu'il souhaite, hein, faire plutôt avoir un temps de trajet plus élevé, mais avoir qu'un seul logement. Ou voilà. Sinon, globalement, nous, ce qu'on conseille, c'est de prendre un logement fixe proche de l'entreprise, puisque c'est là que vous allez passer le plus de temps. Et pour les quelques semaines de cours à l'année, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font du Airbnb ou qui prennent des colocations, voilà, pour diminuer le coût et pas avoir 2 logements à temps plein dans 2 villes, évidemment. Donc voilà un petit peu comment les apprentis s'organisent. Alors, on a une question. Je suis de nationalité tunisienne et je veux savoir la procédure d'inscription. Est-ce que ces universités sont connectées à Campus France ou non? Alors, je crois que ça dépend des formations. Il y en a certaines qui, effectivement, sont ouvertes sur Campus France et d'autres non. Je ne veux pas dire de bêtises. Pour le master de Bordeaux, oui. Je sais que c'est ouvert à Campus France. Pour les autres, il faut se renseigner. Vous allez demander à la conseillère en apprentissage référente. Hein, vous allez sur notre site internet et vous avez les mails et vous posez la question. Parce que je ne sais pas si tous sont ouverts effectivement sur Campus France. Et d'une manière générale, effectivement, sur les candidatures, comment ça se passe? Alors, je n'ai pas les dates d'ouverture de chaque formation. Souvent, ça ouvre, alors je crois qu'en Ile-de-France, ça ouvre peut-être un petit peu avant les autres régions et quoique, aux alentours du mois de mars. À peu près, les candidatures ouvrent. Il faut candidater sur le site de l'université en question, de l'université partenaire, donc Paris-Descartes, Paris-Saclay, Bordeaux, Strasbourg ou Nantes. Voilà, vous ne candidatez pas sur le site du CFA, c'est vraiment sur le site de l'université partenaire. On va vous demander, toujours pareil, hein, CV, lettre de motivation, et puis vos différents relevés de notes. Si vous êtes retenu sur dossier, ensuite vous avez dans 99% des cas un entretien de sélection avec les responsables pédagogiques et souvent avec une personne aussi du CFA.
Voilà, entretien au cours duquel on va vous demander quel est votre projet, est-ce que vous avez déjà cherché une alternance, où est-ce que vous en êtes, etc. Et puis ensuite, vous avez un retour assez rapide. Et puis de toute façon, dans la plupart des formations, on vous accepte sous condition de signer un contrat d'apprentissage. Donc, en fait, il faut faire les deux en même temps. Vous démarrez, vous candidatez sur les Master 2 et puis en même temps, vous démarrez aussi vos recherches d'alternance auprès des entreprises. Parce que c'est vraiment deux choses qu'il faut faire en parallèle. Les entreprises, elles savent bien que ça ne va pas les choquer que vous candidatiez chez elles sans avoir la réponse officielle, le oui pour intégrer un master. Elles savent comment ça se passe. Donc voilà, vous dites que vous envisagez de faire tel master, un master dans le domaine du contrôle qualité et puis que vous cherchez une alternance. Donc n'hésitez pas surtout à faire les deux. N'attendez pas d'avoir une réponse positive pour candidater auprès d'entreprises. Donc voilà, pour Campus France, pour Bordeaux, je sais que c'est ouvert. Pour les autres, je ne peux pas trop vous répondre. Sur les formations, est-ce que vous vouliez peut-être nous en dire un peu plus je ne sais pas, Benjamin, par exemple, sur votre master, parce que je suis passée très très vite, parce que c'est vrai que je ne le connais pas dans le détail, mais est-ce que vous avez des choses à mettre en avant pour expliquer un peu mieux le contenu de votre master? Alors, du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très transversal, hein, puisque là, cette année, du coup, il n'y a que 3 parcours qui sont ouverts, hein. Le parcours qualité microbiologique n'a pas été ouvert, faute d'effectifs, parce que je crois qu'il y avait 4 candidats, donc ils ont décidé de ne pas l'ouvrir. Donc, c'est des candidats qui se sont retrouvés, du coup, entre guillemets, auxquels on a proposé une place en qualité des médicaments, donc qui sont dans mon parcours. Donc, c'est un master dans lequel il y a 3 parcours, donc qualité microbio, qui est du coup pas ouvert, assurance qualité, contrôle qualité et qualité des cosmétiques. Donc, on a 3 ou 4 UE qui sont mutualisés donc, sur les matières premières, les articles de conditionnement, de la réglementation, le cycle de vie du médicament, les PPF, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a tous ensemble, donc qui est très, donc, comme vous le disiez, très, très large et du coup, qui m'empêchera, je ne pense pas, d'avoir un poste en assurance qualité si je le souhaite ou en contrôle qualité. On a beaucoup de professionnels qui interviennent. On a eu une semaine où on a eu quasiment que des gens de Sanofi qui sont venus nous parler de leur travail et qui nous ont fait cours. Et après, c'est assez poussé, évidemment. Et voilà. Quoi d'autre? J'ai pas encore de cours d'anglais, par contre. Vous parliez de cours d'anglais à Bordeaux. Tous mes cours sont en français, parfois avec un support de cours en anglais, mais je n'ai pas encore vu de cours en français. Voilà. En anglais, excusez-moi. Ok. Ouais, après, de toute façon, l'anglais, c'est vrai qu'il faut le pratiquer de votre côté si vous voulez vraiment Oui, parce que progresser. Évidemment, il ne faut pas moi, attendre pour. Ouais. de mon côté, c'est 95% des mails en anglais et plusieurs réunions par semaine en anglais, donc Voilà, pas le choix. c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Benjamin. Amandine, Charles, est-ce que vous voulez ajouter des choses sur le master de Bordeaux ou est-ce que le principal, à peu près, a été dit? Je pense que tout a été dit. Ouais. C'est vrai que c'est pareil, on peut travailler dans plusieurs domaines au final parce qu'on a des cours de management, des cours d'assurance qualité, en plus de vraiment la formation contrôle qualité. Mais voilà, non, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Ok. Charlie, je sais pas. Non, je pense que tout a été dit. Oui, tout a été dit. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans l'Assemblée? Vous n'êtes pas très bavard ce soir. Il y a des soirées où il y avait un peu plus de questions. Mais bon, écoutez, pas de souci. Ben, on va vous laisser nos coordonnées. Ah, voilà. Antoine nous demande, avez-vous fait vos stages de 5e année en contrôle qualité? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on vous n'avez pas forcément parlé de vos stages de 5e année, enfin pour Charlie et Benjamin. Enfin, Amandine, vous avez peut-être fait un stage aussi en M1, donc ouais, ben, je vous laisse répondre. Je ne sais pas qui a envie de répondre. Moi, je peux commencer. Ouais. Alors moi, je cherchais en contrôle qualité. Malheureusement, j'ai pas pu trouver. J'ai fait en fait en recherche, donc en analytique aussi, mais vraiment en recherche en fait à l'université de Bordeaux. Donc après, c'est pas forcément obligatoire, je pense, d'avoir fait un stage en contrôle qualité. Enfin voilà, c'est
C'est pas... Moi, de mon côté, j'avais fait un stage en assurance qualité, donc dans le service dans lequel je suis déjà actuellement. Après, moi, j'ai trouvé difficile de trouver enfin, je n'ai pas trouvé d'alternance en contrôle qualité. Et dans mon master, on est 16 du coup, dans mon parcours. Et je pense qu'on est une dizaine, je pense, à ne pas être en laboratoire de contrôle qualité. Parce qu'il a été très difficile, en tout cas au moins cette année, de trouver des offres d'apprentissage cohérentes. Enfin, pour nous, voilà. Alors, est-ce que ça avait déjà tout été pris parce qu'on a eu des résultats très tard pour notre master? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Moi, c'est un cas particulier parce que j'ai postulé pour le stage et l'alternance en même temps. Et du coup, bah, je suis restée à la même entreprise. Donc, le sujet de mon stage, en fait, c'était la préparation de mon alternance. Donc, du coup, oui, c'est quand même au niveau du même thème. Et j'étais au niveau du laboratoire. Donc, j'ai passé les 2 premiers mois à faire des manips, donc pour apprendre à utiliser toutes les machines, les techniques et tout. Et après, les 2 derniers mois, c'était plus dans les bureaux à préparer le sujet. Voilà. Merci. Effectivement, si certains sont à la recherche de stage, c'est vrai que ça peut être pas mal quand vous postulez, de dire que vous recherchez un stage et vous avez l'idée de faire une alternance ensuite. Parce que les stages, même de quelques mois, enfin 4 mois ou autre, ça reste court pour l'industrie pharma et des fois, c'est pas forcément évident pour eux de vous accepter. Si vous le présentez sous la forme de j'envisage de faire un master en alternance et de rester ensuite dans l'entreprise, c'est déjà beaucoup plus intéressant pour les industries. Alors, on a une question de Marie. Pour les pharma, est-il nécessaire de faire un M1 pour accéder au M2? Non, non, non. Alors, c'est vrai que quand on fait passer les entretiens, on voit que selon la provenance des candidatures, on a des étudiants qui nous disent, voilà, j'ai fait le M1, j'ai fait le M1, et puis d'autres facs ou pas du tout. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire. À partir du moment où vous avez validé votre 5e année pharma, vous pouvez intégrer le M2. Alors après, je crois qu'il y a des facs qui rendent le M1 obligatoire. Enfin, je sais pas, mais je sais qu'il y a certaines facs où tout le monde fait le M1. Donc, C'est ça, en fait, il y a certaines facs de pharmacie qui obligent les étudiants à passer un M1, mais ce n'est pas le cas dans toutes. ok. Bon, après, c'est bien, hein, voilà, ça Et fait oui, c'est un plus. Hein. Voilà. à noter dans votre CV, mais en tout cas, voilà, c'est pas une condition pour accéder au M2. On considère que la 5e année, si vous voulez, ça vous valide. C'est comme si c'était un M1, quoi. C'est déjà pas mal. Voilà, on vous a remis nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. On poste pas mal d'infos. Et puis, par exemple, les dates d'ouverture, on essaiera de les mettre sur nos réseaux. Voilà, notre site internet, c'est là où vous allez retrouver aussi toutes les infos sur nos formations. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos adresses mail. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va libérer tout le monde. En tout cas, un grand merci à Amandine, Charlie et Benjamin pour vos témoignages. C'est très gentil de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et puis voilà, mais bonne continuation à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Et Thomas, juste. Donc, ce ne sera pas moi là à partir de la semaine prochaine. D'accord. Encore. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas pour les dernières conférences. Ouais, ben de rien. Et puis, ben, bonne continuation. Ça se termine le 7 mars, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Et au revoir. Au revoir.